Kilomètre Zéro, un podcast qui explore la mobilité post-Covid, présenté par Francis Demoz. Si la crise sanitaire que nous traversons ébranle notre quotidien, elle interroge aussi sur ce que signifiera être mobile demain. Quelles conséquences sur nos déplacements et plus largement sur notre manière de vivre? Sommes-nous au kilomètre zéro? C'est ce que nous allons ensemble explorer dans cette série d'entretiens. Bonjour Gérard Renja. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et pour ce premier numéro de Kilomètre Zéro, nous allons avec vous questionner, réinterroger le terme même de mobilité. Vous dites qu'il est essentiel d'en définir le mot exact. Quel est donc le sens exact du mot mobilité? Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle n'est pas, cette mobilité? Pour répondre à cette question, je dirais que la mobilité, ce qu'elle n'est pas, la mobilité n'est ni le déplacement ni le transport. On peut voir qu'en quelques années, le secteur des transports, avec ses opérateurs, sans doute en synergie aussi avec le politique, s'est emparé des questions essentielles liées à la mobilité. Elle les a détournées un petit peu à son profit avec le déplacement sans doute comme fer de lance et avec comme caisse de résonance la LOM, la loi d'orientation des mobilités. D'ailleurs aujourd'hui, il n'est pas un opérateur de transport, pas un constructeur, un organisme lié à l'automobile ou même une entreprise qui n'a pas été quelque part attirée par le pouvoir de ce mot mobilité et qui ne l'a pas associé à ses pratiques ou à sa marque. Alors, c'est vrai que nous sommes passés du concept des transports à celui de mobilité. Comment vous l'expliquez, cette appropriation de la mobilité par les transports ? Le secteur des transports a sans doute quelque part profité du caractère un peu polysémique de la mobilité, c'est-à-dire il y a une absence de consensus autour de sa définition et ça a sans doute été une chance pour le secteur des transports. Faut savoir que l'absence de consensus, c'est normal et c'est presque une richesse dans le monde en mouvement de la science ou de la recherche, puisqu'on est toujours en mouvement et en recherche d'une définition sans doute la meilleure possible. Mais l'absence de consensus, c'est par contre une vraie faiblesse face aux politiques et à l'économie qui, eux, peuvent choisir et justifier une définition qui les arrange et sert leur intérêt, même si elle est souvent réductrice. D'accord, donc j'ai bien entendu, vous considérez que la mobilité n'est ni le déplacement ni le transport. Reste que la mobilité est aujourd'hui une solution au problème de déplacement et que beaucoup de personnes sont en manque de mobilité. Oui, de ce côté, c'est indéniable. La mobilité est forcément une solution, mais une solution dans un monde où le déplacement et les transports sont un préalable pour penser l'enseignement, le travail, les loisirs, la culture. Dans un monde où c'est l'injonction de déplacement qui est première. Alors, je reviens sur ce manque de mobilité. Il y a quand même concrètement des personnes qui sont en manque de moyens pour se déplacer. Oui, mais c'est pas forcément parce qu'ils manquent de moyens pour se déplacer qu'ils sont forcément en manque de mobilité. On fera la différence entre les deux tout à l'heure. Je veux bien. Oui, on a même parlé de personnes, on parle aujourd'hui beaucoup de personnes assignées à résidence ou assignées à territoire. Mais on oublie quand même que cette assignation à résidence ou à territoire résulte souvent plus de l'éloignement progressif des services et de l'État que des incompétences des habitants. Deuxième point, il faut aussi comprendre que le besoin de moyens pour se déplacer résulte aussi de la nécessité qu'il y a aujourd'hui de sortir des territoires pour pouvoir s'en sortir. C'est une nécessité qui condamne parfois les territoires et c'est aussi une nécessité qui condamne parfois les personnes qui ne savent pas bouger comme il leur est imposé de le faire. Une nécessité qui est prisonnière, à mes yeux, du paradigme du déplacement et des transports pour tous. Alors vous venez d'évoquer le paradigme du déplacement et des transports pour tous, ce sont vos mots. On est quand même bien d'accord que les questions de solidarité et d'inclusion, de mobilité inclusive, sont quand même très présentes dans les discours sur la mobilité. Oui, mais le fait d'être présente ne suffit pas à donner un satisfecit à ceux qui organisent la mobilité. Ces questions sont aussi présentes parce qu'on comprend que la mobilité pose problème à certains et parce qu'elle peut aussi, on l'a vu, être source de révolte et de troubles sociaux. La mobilité, alors quelque part, c'est un peu dur comme expression, mais était saupoudrée de qualificatifs censés la rendre un peu moins brutale, discriminante. On l'a voulu inclusive ou solidaire, mais avec l'objectif de ramener dans les flux de la société ceux qui le peuvent ou ceux qui le méritent. Les associations, le secteur de l'économie sociale solidaire se sont très largement et très justement mobilisés autour de cette thématique.
avec à la clé des réussites, certes, mais aussi des échecs et parfois des désillusions. Des échecs, des illusions, qu'est-ce que vous voulez dire par là, échec, des illusions? Je parle d'échecs parce que les personnes sur le terrain que je peux rencontrer, les formateurs, les travailleurs sociaux, les conseillers mobilité, voient souvent à quel point il est difficile pour certains d'accéder à cette mobilité. Quand bien il y a de freins et de résistance, ça ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait. Je parle d'autre part de désillusion parce que ces personnes ont de plus en plus souvent des doutes légitimes un peu sur le rôle qui leur est assigné dans ce domaine. Elles ont un petit peu l'idée qu'elles sont au service d'une société qui ne remet pas en cause ou qui ne remet jamais en cause l'omniprésence du déplacement. À un moment pourtant où on peut considérer que les voyants sont au rouge. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la mobilité solidaire est un leurre? Il ne peut pas y avoir de mobilité inclusive selon vous? Pour ma part, j'estime qu'on ne peut pas véritablement parler d'inclusion et de solidarité lorsque l'objectif est de transformer l'homme pour l'adapter à la société sans remettre en cause le fait que c'est peut-être à la société de s'adapter. Donc, je répète, à mes yeux, il appartient à la société d'être inclusive et solidaire, pas forcément à la mobilité. C'est la responsabilité du politique aussi de faire bouger les lignes économiques, sociales pour inclure tous les citoyens. L'inclusion, c'est moins faire sortir d'eux que englober dans, quitte à élargir l'espace qui englobe et que tous y trouvent une place, même et surtout avec leurs différences d'ailleurs. Alors, on vient d'échanger sur ce que la mobilité n'est pas. Venons-en maintenant à ce qu'elle est. Comment pourrait-elle être définie, selon vous? Comment devrait-elle être définie? Alors en préambule, je dirais sans doute que chez une personne, la mobilité, c'est ce qui reste quand le déplacement est absent. La mobilité est intimement liée à la personne, à l'homme. Elle détermine un peu ses mouvements, mais elle n'a pas besoin de se concrétiser dans le déplacement. Elle n'a pas de preuves à donner, de traces physiques observables. Elle n'a pas de bilan carbone non plus, la mobilité. Mais on est bien d'accord quand même qu'elle est reliée à l'espace, elle est reliée au lieu, au territoire, aux routes, aux rails, aux infrastructures. Oui, elle est reliée, elle est en lien, elle est reliée à un territoire, des infrastructures, des modes de transport, mais uniquement si la personne elle-même peut ou sait choisir sur ce territoire le mode de déplacement qui lui convient. Faut comprendre que c'est pas l'outil, la voiture, le train ou le vélo qui font la mobilité ou qui sont la mobilité, comme on le voit aujourd'hui souvent avec le vélo. C'est la mobilité qui donne à ces outils leur utilité et leur sens. À mes yeux, la mobilité, je le répète, c'est une propriété exclusive d'un sujet, d'une personne, dans une forme de vie donnée. Elle est en lien avec ce qui lui permet d'être en mouvement, elle est en lien avec la culture qu'il porte et qui le porte aussi, avec l'intelligence des situations et avec sa capacité à se projeter dans le futur et à s'adapter à l'environnement. Alors, est-ce que dans votre redéfinition ou dans votre définition de la mobilité, on pourrait dire que la mobilité est une compétence ? Le terme de compétence, je dirais, je vais lui substituer le terme de capital. À mes yeux, la mobilité, c'est plus un capital qu'une compétence. C'est un capital culturel, intellectuel, social, encore une fois propre à une personne. La mobilité peut alors être définie comme un ensemble de possibles qui sont inhérents à cette personne-là dans un environnement. Alors c'est une expression que je reprends d'une recherche, comme autant de chemins et de cheminements dans la tête. Ces chemins, ces cheminements qui permettent ensuite d'organiser les mouvements et au besoin choisir de ne pas se déplacer. Je pense que dans cette définition de la mobilité, on croise finalement la notion de motilité développée notamment par Vincent Kaufmann. Oui, le sociologue Vincent Kaufmann qui a beaucoup travaillé sur les questions de mobilité et d'inégalité. Alors, si je vous entends bien, il faut donc penser la mobilité par rapport aux personnes, mais quels sont alors les problèmes que pose la mobilité quand on la pense par rapport aux personnes plutôt que par rapport aux outils de déplacement ou aux modes de transport ? Alors, envisager la mobilité par rapport aux personnes, on remarque que la mobilité peut se conquérir, mais qu'elle peut aussi se perdre, s'enquister, se perdre. La mobilité a d'ailleurs comme constante de se dérober très régulièrement aux plus fragiles, ceux qu'ils sont déjà ou ceux qui pourraient le devenir à la défaveur d'une crise, du temps qui passe, et on le voit aujourd'hui, on est dans cette période-là. Il y a donc une vraie nécessité de reconfigurer la mobilité, de reconstituer son capital, si je réemploie le mot de capital, de rajouter une nouvelle couche, jusqu'à un moment, un deuil de la mobilité, mais on sait que le deuil de la mobilité préfigure souvent la fin de la vie aussi.
Et alors, si je suis votre raisonnement, on pourrait donc, je ne sais pas comment dire, mais diagnostiquer le capital mobilité chez quelqu'un? Oui, c'est d'ailleurs drôle comme l'approche mobilité emprunte son vocabulaire au monde médical. L'idée de diagnostic est omniprésente, celle de prescription également. Un peu comme si le fait de ne pas être mobile, comme l'attend la société, c'était une maladie de l'individu. Dont les symptômes observables seraient d'ailleurs l'absence de signes de déplacement. Pour ma part, dans le prolongement de ce que j'ai dit avant sur l'inclusion, penser la mobilité par rapport aux personnes nous impose de considérer que ce n'est pas la personne qui est malade, mais plutôt peut-être cette société qui ne peut plus se passer aujourd'hui de mouvement. Alors, la mobilité a comme constante de se dérober aux plus fragiles, c'est ce que vous venez de nous dire. Quelle est justement votre analyse de la mobilité dans la crise sanitaire que nous traversons en termes justement d'inégalité? Avec la crise sanitaire, donc les contraintes fortes sur le déplacement, on observe que lorsque la mobilité cesse, enfin lorsque le déplacement cesse, les inégalités en termes de mobilité ont tendance plutôt à se creuser. Même sans se déplacer, un certain nombre de personnes sont restées particulièrement mobiles, c'est-à-dire connectées au monde, en capacité d'organiser leur vie, leur travail, leurs loisirs, même sans sortir de chez elles. C'est un peu la définition que je donnais de la mobilité. Tout à fait. D'autres se sont retrouvées sans solution, dans l'attente de la fin du confinement, bloquées chez elles, sans possibilité de travailler, sans capacité réelle d'aider les enfants dans ce qu'on appelait la continuité pédagogique. D'autres, enfin, ont été enjoints de continuer à se déplacer au service de la société, parfois même au détriment de leur santé. On pense bien sûr aux médecins, aux infirmières, mais on peut aussi plus largement penser à tous ceux qu'on qualifiait comme étant les plus fragiles et les moins mobiles qui ont dû continuer à faire fonctionner notre monde. Même si c'est à nuancer, on observe quand même que les personnes qui sont restées mobiles pendant le confinement appartenaient plutôt aux catégories sociales favorisées. Celles qui étaient dans une forme d'immobilité subie appartenaient plutôt aux catégories sociales les moins favorisées. Alors, on peut constater que lorsque le déplacement est contraint ou même absent, la mobilité en tant que telle reste un marqueur social très fort. Pour poursuivre cet entretien, je voudrais que l'on s'arrête un instant sur une autre question, celle de l'apprentissage et de l'éducation à la mobilité. Ce sont des questions qui sont au cœur de vos travaux. Vous nous parliez tout à l'heure du capital que constituait la mobilité. Cette mobilité en tant que capital culturel, intellectuel et social de l'homme, comment se construit-elle ? Alors pour ma part, sans doute parce que je suis très déterminé par mon expérience et par mon domaine de recherche, je dirais que la mobilité ne peut se construire qu'à partir d'un processus d'apprentissage et d'éducation. Si la question de l'apprentissage se pose, c'est parce que la mobilité ne va pas forcément de soi pour tout le monde et c'est très important parce qu'elle n'est pas simplement dans la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'était peut-être de marcher, mais aujourd'hui, la mobilité a changé parce qu'elle est aussi, donc, surtout dans la culture de l'homme aujourd'hui. Plus généralement encore, si on affine sur l'apprentissage, la question de l'apprentissage ne peut prendre sens que s'il y a quelque chose à apprendre. Apprendre, c'est toujours apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, parler d'apprentissage de la mobilité, il est en premier lieu nécessaire de construire un objet d'apprentissage et une matière à apprendre. Et là, on a de quoi faire. Conduire un véhicule à moteur, prendre le bus, circuler à vélo, ce sont de vraies et belles matières à apprendre. Mais pour autant, ces matières sont souvent d'un accès difficile pour les populations fragilisées. Et on remarque d'autre part que même lorsqu'elles sont maîtrisées, elles n'assurent pas à elles seules la mobilité et l'inclusion dans la société. C'est plus compliqué que ça, on va dire. Alors, ce sont effectivement des questions complexes pour bien comprendre quelle est au fond finalement la différence entre éducation à la mobilité et apprentissage de la mobilité. Voilà, c'est un peu à cause des impasses de l'apprentissage que j'ai par ailleurs vécu personnellement, puisque j'ai aussi formé des personnes. Je suis aujourd'hui convaincu qu'il faut passer de l'apprentissage à l'éducation. Alors la différence entre les deux, l'éducation, ce n'est pas seulement apprendre quelque chose à quelqu'un. L'éducation, c'est faire en sorte que ce qui est appris fasse sens pour quelqu'un, change un peu sa façon de considérer le monde et aussi un peu sa vie d'ailleurs.
Un exemple, je peux apprendre à conduire sans pour autant réfléchir à la manière dont je conduirai, mais surtout à la manière dont je me conduirai sur la route, sans réfléchir à la manière dont je partagerai l'espace routier, sans réfléchir sur l'impact de mon comportement sur les autres et sur l'environnement. Alors, ces questions-là, ces questions de sens, sont typiquement celles qu'aborde l'éducation et pas forcément l'apprentissage. C'est aussi d'ailleurs pour ça que l'éducation est souvent continuée, qu'elle commence dès le plus jeune âge et se continue jusqu'à la fin de la vie, alors que l'apprentissage, c'est souvent un moment. D'ailleurs, avec le laboratoire de la mobilité inclusive, j'avais pu participer aux travaux du comité d'orientation de la jeunesse et l'une des mesures que nous portions était justement de pouvoir travailler avec l'éducation nationale, les associations, les collectivités aussi, sur la construction d'un continuum éducatif de mobilité citoyenne. Projet à suivre, on va dire. Oui, donc dans ce que vous dites, ce que je comprends, c'est que cette éducation à la mobilité, finalement, concerne tout le monde. Oui, absolument. L'éducation à la mobilité ne concerne pas seulement les plus fragiles, ceux qui ne savent pas faire. L'éducation à la mobilité concerne également ceux qui sont quelque part enfermés et peut-être nous ont enfermés dans le modèle de société actuel, ceux qui nous ont dit comment penser, faire et bouger, et ceux qui nous ont conduits aussi, souvent en dépit du bon sens, vers des modalités de mobilité pour le moins peu durables. Elle concerne aussi beaucoup ceux qui devront penser l'après d'ailleurs. Alors l'après, justement, Gérard Nja, à quoi va ressembler cette mobilité post-Covid selon vous? À quoi elle ressemblera, je ne le sais pas. Et je ne sais pas si quelqu'un peut le dire. Mais ce que je sais, c'est ce qui lui permettrait de répondre aux impératifs de développement durable. C'est quand même ça la question. La mobilité du jour d'après, à mes yeux, ne trouvera du sens que si elle se construit déjà à distance du déplacement et des transports, à proximité des territoires et des personnes. C'est ce qu'on a vu. La mobilité devra être un droit, bien entendu, mais sans doute pas celui mis en avant lors des débats sur l'homme, la loi d'orientation des mobilités, un droit au service quelque part de l'économie. Elle devra être un droit issu d'un mouvement qui va intégrer de toute urgence les questions culturelles, sociales, environnementales. Le caractère nécessaire et essentiel de l'éducation à la mobilité du monde d'après est à mes yeux encore renforcé par le fait que la crise que nous vivons n'est sans doute qu'un aperçu de celles qui vont venir. À ce titre, pour conclure, sans doute, je répète que l'opérateur essentiel de la mobilité de demain ne peut être que l'éducation. Et là, si c'est l'éducation, on sera face à un vrai changement de paradigme cette fois. L'éducation au cœur de la mobilité, merci. Merci beaucoup, Gérard Nja. Merci d'avoir exploré pour nous cette mobilité post-Covid. À très bientôt pour une nouvelle exploration et pour un nouveau numéro de Kilomètre Zéro.